Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez du bon temps et que vous avez aussi peut-être un petit peu de temps devant vous parce que la capsule risque d'être quand même assez longue et peut-être un petit peu compliquée, mais je vous promets que c'est vraiment du contenu super intéressant puis ça vaut vraiment la peine de rester à l'écoute. Pour la capsule aujourd'hui, je suis un peu anxieuse parce que en fait, ça fait vraiment très longtemps que je fais des recherches sur ce documentaire-là et là, je vais vous parler de What the Health. Vous avez sûrement vu ça passer sur Netflix. C'est sorti en mars passé, donc en 2017. Et ça l'a fait vraiment beaucoup jaser. J'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là. J'avais comme peur de mettre les pieds dans les plats en répondant un peu mal ou en faisant mal mes recherches. Fait que j'ai comme repoussé encore le moment où j'allais finalement vous faire une capsule à ce sujet-là. Et là, aujourd'hui, c'est le fameux moment. Mais je veux juste vous avertir. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est vraiment une revue pour le point de vue scientifique. Donc, pourquoi est-ce que je trouve qu'il y a beaucoup de lacunes du point de vue scientifique dans le documentaire? Comme la capsule risque d'être quand même assez longue, j'ai décidé de vous faire le même système que j'ai déjà fait dans d'autres capsules plutôt longues, c'est de séparer en différentes sections et de mettre les liens pour accéder aux différentes sections dans la barre d'infos en bas. Donc, vous allez pouvoir cliquer directement et aller au point qui vous intéresse le plus. Ça va être pratique pour vous si vous voulez passer des petits bouts. Et juste pour vous donner un survol rapide de tout ce qui va s'en venir dans les prochaines minutes, premièrement, moi, ce que je veux faire, c'est de faire un petit portrait de la situation, de vous expliquer grosso modo à quoi ça a l'air le documentaire. Ensuite, je vais vous parler des points forts et des points faibles du documentaire. Et là, je vais réserver le reste du contenu pour une deuxième partie dans laquelle je vais vous présenter 5 trucs pour pouvoir reconnaître la pseudoscience. Donc ça, c'est quand même vraiment important dans la vie. Hein? C'est intéressant. Et après ça, je vais faire aussi 4 trucs, 4 mythes ou 4 points qui m'ont plus dérangé dans le documentaire ou en tout cas qui m'ont intrigué puis que j'ai voulu aborder plus en détail avec vous. Donc, je les ai partagés sur Facebook plusieurs fois. Donc, je vous ai demandé votre avis pour avoir justement le point qui serait le plus intéressant par lequel je commençais et je vais vous dire ça à la fin, donc par quel point je vais commencer à travailler dessus. Donc pour commencer avec la partie mise en contexte / portrait de la situation du documentaire, il faut savoir qu'il a été réalisé par 2 activistes végétaliens. Le premier est appelé Kip Anderson et le deuxième Keegan Kohn. Et les 2 activistes étaient aussi à la base, donc à l'origine du documentaire Cowspiracy, qui a été aussi très populaire sur Netflix. Et là, comme je vous ai dit déjà, le documentaire What the Health est sorti en mars dernier, donc en 2017, et il est paru sur Netflix et il a été vraiment très populaire. Ensuite, pour commencer le documentaire, on va vraiment nous mettre en contexte avec une situation un peu plus émotionnelle et on va essayer de toucher notre corde sensible. Donc, Kip, le narrateur, va parler de ses grands-parents, donc son grand-père et sa grand-mère qui ont eu le cancer et qui sont sûrement morts aussi de cette situation-là. En tout cas, on prend ça pour acquis, je ne sais pas s'il le mentionne. Puis là, il nous dit à quel point c'est important l'alimentation dans tout ça, donc il vient nous toucher au tout début du documentaire. Ensuite, il y a une tralée de statistiques plutôt épeurantes, en commençant par le fait que l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, aurait dit que selon 800 études parues dans 14 pays différents, que la viande rouge et que la viande transformée sont vraiment dangereuses pour le cancer et qu'il augmenterait les risques drastiquement. Donc là, à ce niveau-là, moi j'ai comme fait 800 études dans 14 pays, et j'imagine que vous avez aussi fait ça. Puis là, quand j'ai fait mes recherches à ce sujet-là, juste pour valider, pour voir à quoi s'en tenir, puis tout ça, j'ai découvert que finalement, les 800 études, c'est les 800 études qui ont été évaluées à la base, mais comme dans toute étude, c'est pas toutes les études toutes petites qui sont pertinentes au résultat final. Donc, il y a certaines études qui ont été prises en compte plus particulièrement et au final, parmi les 800 études évaluées au début, il y en est sorti seulement peut-être une trentaine maximum là, de différents types d'études, donc des cas contrôle, des études de cohorte aussi. Et là, je vais vous mettre ici les différents types d'études et le nombre d'études parmi celles évaluées qui prouvaient qu'il y avait plus de risques de cancer. Vous allez voir, oui, c'est traumatisant un peu, mais c'est pas les 800 études qui prouvent qu'il y a des risques de cancer. Il faut faire une distinction ici. Ensuite, on nous remet dans le visage des choses qu'on sait pas mal déjà, entre autres le fait que 2 tiers de la population serait atteinte de surpoids et d'obésité.
Donc ça, oui, c'est vraiment un problème. Et on parle aussi du fait que les enfants, dès l'âge de 10 ans, auraient déjà de l'artériosclérose, donc des problèmes cardiaques. Donc ça, c'est sûr que c'est vraiment pas cool non plus. La dernière statistique épeurante que je voulais vous mentionner aujourd'hui, c'est le fait qu'à un moment, ils vont nous mentionner que pour chaque tranche de 50 grammes de viande consommée, on va augmenter notre risque de cancer du côlon de 18%. Et là, ça fait vraiment peur, là. Tu vois, 18% augmentation. Mais en fait, c'est un risque relatif, donc c'est une augmentation du risque de base, ce qui fait en sorte que pour les hommes, en ce moment, au Québec, le risque d'avoir le cancer du côlon est vraiment très faible. Donc, il est d'environ 0,079%, et là, avec le 18% supplémentaire, on passerait à 0,09%. Donc, c'est quand même pas un risque si élevé au final. Oui, c'est pas bon de manger de la viande, on peut le voir, mais c'est pas non plus hyper épeurant. Donc, pour les points forts du documentaire, c'est drôle parce que moi, je suis vraiment d'accord avec le fait de manger plus de végétaux à la base. Donc, le fait d'encourager la consommation de plantes de tout genre, les légumineuses, les légumes, les fruits, tout ça, je trouve ça super positif, mais c'est la façon d'aborder le sujet qui était plus pas tellement super cool. Donc, en tout cas, à la base, leur objectif, c'est quand même de manger plus de végétaux, puis ça, c'est sûr que c'est prouvé. Ça nous aide à être plus en santé, ça aide à réduire le risque de maladies chroniques, et ça, c'est vraiment positif. Ensuite, un autre point positif du documentaire, c'est le fait d'aborder le problème des méga-porcheries et de la pollution qu'elles entraînent autour d'elles et en général, en fait, parce qu'elles vont déverser des matières toxiques aussi dans l'environnement. Ça, c'est pas nécessairement positif. Mais il faut savoir que ce problème-là est beaucoup plus flagrant aux États-Unis. Au Québec, il y a quand même des normes gouvernementales qui sont beaucoup plus strictes et qui doivent être respectées. Donc, en général, c'est un petit peu moins problématique ici. Mais ça, c'est selon mes recherches que j'ai faites en fait en lien avec le MAPAC qui s'occupe de tout ce qui est l'agriculture ici au Québec. Et il y a aussi quelques programmes qui sont mis en place pour s'assurer que tout soit le plus réglementaire possible, dont le programme Assurance Qualité Canada. Donc, en général, c'est pas si pire ici. La quantité de méga-porcheries est aussi beaucoup plus faible au Québec que ce qu'on peut voir aux États-Unis. Par contre, j'ai fait des petites recherches et en 2014, il y aurait quand même eu 6,8 millions de porcs qui ont été abattus au Québec. Donc, c'est quand même assez épeurant à ce niveau-là. Je pense que c'est pas nécessaire de manger autant de viande, mais ça, c'est mon avis personnel. Autre point négatif d'avoir des méga porcheries ou en tout cas des porcheries en grande quantité, c'est le fait que ça produise beaucoup de méthane. Et le méthane est un gaz qui est à effet de serre, ce qui veut dire que c'est vraiment pas bon pour notre planète. Et ça, à long terme, ben, ça peut entraîner le réchauffement climatique et ça, on veut vraiment pas ça. Puis un autre problème aussi, c'est la pollution des eaux, donc la contamination en lien avec le déversement, donc l'épandages des excréments des animaux. Puis ça, c'est vraiment pas cool non plus. Un autre point intéressant, c'est le fait qu'on ait besoin de beaucoup plus de ressources pour pouvoir nourrir les animaux d'élevage que pour pouvoir faire la culture de fruits, de légumes ou d'autres végétaux. En fait, j'ai été voir et pour pouvoir abreuver les animaux, on aurait besoin de presque 16 fois plus d'eau que ce qu'on a besoin pour faire la culture de fruits. Donc, c'est quand même pas mal plus. Le point qui me touche personnellement pas mal le plus, c'est en lien avec les conditions d'élevage qui sont vraiment suboptimales. Et là, je devrais dire qu'ils sont vraiment pas d'allure, carrément. En fait, il y a beaucoup, en tout cas, il y en a quand même, là, de la maltraitance animale aussi au Québec. C'est sûr que c'est peut-être moins important qu'aux États-Unis, mais c'est quand même un point à prendre en considération. Mais ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que les conditions de vie des animaux sont vraiment très, très, très précaires, c'est ça que je pourrais dire. En fait, on va obliger les animaux, donc les truies d'élevage, ils vont être obligés à être debout tout le long de leur vie. Et quand tu as un animal qui est super lourd, ben c'est pas très très agréable d'être debout toute ta vie. Mais les conditions aussi pour pouvoir, les espaces vitaux sont vraiment super petits. On va séparer les bébés de leur mère assez tôt, donc de façon précoce. Puis on va aussi transporter les animaux dans des camions qui sont vraiment mal adaptés aux conditions climatiques du Québec. Donc moi j'ai souvent vu aussi les poulets dans les camions ouverts l'hiver, ce qui fait vraiment pas de sens. Ensuite, je voulais toucher rapidement le point des compagnies pharmaceutiques et du fait que
C'est pas tout le monde qui est tout le temps droite dans cette lignée, en fait, de gens. Je veux pas dire que tout le monde est nécessairement du côté du mal, mais il y a des gens qui veulent vraiment notre bien, ça c'est sûr, là. C'est vraiment pas mon point. Mais il y a quand même un certain but de faire du profit. Donc, ils veulent pas non plus nous rendre malades pour pouvoir vendre plus de médicaments, mais ils peuvent quand même nous vendre des médicaments qui fonctionnent pas nécessairement ou qui ont pas des preuves assez grandes de leur fonctionnement. Et là, il y a plusieurs exemples, j'en nommerai pas, là, mais les médicaments contre le cancer, par exemple, c'est pas si fonctionnel que ça, mais ils nous les vendent à des prix de fou. Donc, c'est ça. À ce niveau-là, je pense que c'est intéressant d'être assez à l'écoute et ouvert et de voir ces choses-là et d'essayer le plus possible de se tourner vers des solutions alternatives ou des changements de notre mode de vie ou de nos habitudes avant de tomber dans les médicaments sans réfléchir. Ce que j'ai trouvé cool aussi du documentaire, c'est que la liste des sources soit très facilement accessible sur leur site web. Donc, si vous voulez aller voir ça, allez tout lire en détail, vous allez pouvoir voir les différentes minutes avec les différentes sources. Tout est cité, tout est facile à trouver. Un autre point qui est quand même aussi assez positif, c'est le fait de nous ouvrir l'œil sur le fait que certaines associations sont financées par des sources extérieures en lien avec la consommation de viande ou avec les œufs, les produits laitiers ou tout ça. Et ça veut pas nécessairement dire qu'ils sont biaisés. En fait, c'est loin de dire qu'ils sont biaisés. Une étude va devoir passer un conseil d'éthique puis un conseil aussi général avant d'être publié dans un journal scientifique. Donc, les gens qui sont dans les conseils comme ça vont vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de problématiques de gens qui vont financer les autres pour dire des résultats qui sont faux ou de choses comme ça. Donc, normalement, en sciences, c'est assez structuré puis c'est assez surveillé. Puis c'est pas tous les chercheurs là, qui sont prêts à accepter des pots de vin pour pouvoir vanter les mérites de la viande comme ça, puis en sachant très bien que c'est pas vrai puis que ça cause des problèmes à la santé des gens. Donc, le but des journaux scientifiques et des comités d'éthique, c'est de s'assurer que les résultats qui sont diffusés sont pas influencés par les sources de financement. Donc, que tout soit vraiment en lien avec l'aspect scientifique, que ce soit strict. C'est surveillé, je vous l'assure. Et finalement, il y a aussi le risque pour la santé pulmonaire des gens qui vont habiter à proximité des porcheries. Donc, on peut voir un peu plus de gens qui vont souffrir d'asthme et d'infections pulmonaires quand on habite proche de ces fermes-là. Ensuite, on est rendu au point faible et aux lacunes, en fait, du documentaire. Donc, la partie qui a quand même pas mal de contenu, malheureusement. Donc, pour commencer, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait justement beaucoup de lacunes au niveau scientifique. Il y a beaucoup de fausses impressions, ils nous posent des questions, puis là, c'est pas clair. En tout cas, je vais vous expliquer ça, j'ai séparé ça en différents types d'informations, donc 3 types d'informations qui ont été partagées. Premièrement, celles qui ont été omises carrément, celles qui étaient trompeuses, donc qui nous ont fait nous poser des questions, on n'était comme pas sûr, et celles qui étaient carrément erronées, donc fausses. Et ça, je vais vous expliquer ça direct là. Donc, quand je parle d'informations qui ont été omises, je veux dire, par exemple, le fait qu'ils nous parlent à aucun moment que les végétaliens ont des besoins en protéines un peu plus élevés que les gens qui sont omnivores, donc ils vont juste pas en parler. Ils vont pas parler non plus du fait que si on est végétalien et qu'on suit une diète complètement qui n'a pas d'allure, mais c'est pas santé, puis que ça entraîne des risques de carence, puis qu'il faut vraiment être assez à l'affût et instruit pour pouvoir suivre une diète végétalienne de façon adéquate. Ils vont pas non plus nous dire que certaines céréales et légumineuses ont des lacunes en différents types d'acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels, c'est les petites parties qui forment les protéines. Et si au final, on mange seulement un type de céréales dans toute notre journée, ben c'est pas bon, là. On va avoir des problématiques de carence, ça c'est évident. Ensuite, pour les informations qui sont trompeuses, à un certain moment dans le documentaire, ils nous disent que les conseils des médecins vont nous entraîner à automatiquement être malades pour le reste de nos jours. C'est assez intense comme affirmation. En fait, je pense pas que les médecins aient toutes les mêmes façons de voir les choses. Puis je pense que c'est vraiment une généralisation, là. Ça a comme pas d'allure comme affirmation. Un autre point qui m'a dérangé, c'est le fait qu'au début, ils vont mentionner que le problème vient beaucoup de la viande transformée. Puis plus on avance dans le documentaire, moins ils font la distinction entre les différents types de viande. Puis selon moi, il y a quand même une grosse différence entre une viande transformée, une viande rouge ou une viande maigre qui vient d'un élevage en liberté. Puis pour ce qui est des informations qui sont carrément fausses, il y a le fait que les glucides peuvent pas être transformés en gras. C'est pas vrai, là. Notre corps est capable de transformer des glucides en gras. Ça, c'est faisable quand ils sont en surplus. Ensuite, on va aussi dire qu'il y a seulement les plantes qui sont capables de créer des protéines, ce qui est non plus pas vraiment le cas. On est capable, en tant qu'être humain, de faire ça, nous autres aussi. Ils vont aussi dire qu'il n'existe pas de carence en protéines, alors qu'il y a le Kwashiorkor, qui est un très bon exemple de carence en protéines. Bon,
Je vous avoue que cette déficience-là arrive plus dans les pays sous-développés où il y a vraiment des problématiques flagrantes au niveau alimentaire. Mais des carences en protéines, moi j'en ai vu chez la population en gériatrie. En fait, moi je travaille dans les hôpitaux avec les personnes âgées et il y a des gens qui mangent pas suffisamment en gériatrie surtout et qui ont des besoins plutôt élevés. Et là, il y a des risques de carence et c'est vrai, là, ça existe. Ensuite, une autre affirmation qui est quand même plutôt fausse, c'est que le risque de fracture va augmenter plus on mange des produits laitiers. Ça découle d'une étude dans laquelle il y avait plusieurs facteurs qui n'étaient pas contrôlés, entre autres le niveau d'activité physique et l'origine ethnique. Et ça, c'est des choses qui vont vraiment beaucoup influencer la quantité de fractures. Puis je pense que ces études-là doivent être prises avec un grain de sel. Ensuite, si on passe à la section mauvais journalisme, premièrement, Kip, donc le narrateur, va introduire le documentaire en faisant comme s'il connaissait rien au végétalisme, alors que c'est un végétalien activiste à l'origine du documentaire Cowspiracy. Donc, il connaît ça, le végétalisme, là. Il sait c'est quoi, puis il est vraiment pour ça, puis je sais pas pourquoi il fait assemblant que c'est pas le cas, mais c'est vraiment trompeur, puis ça n'a pas d'allure, je pense. Ensuite, Kip va appeler à des lignes téléphoniques d'association, puis il va parler avec des gens qui n'ont pas nécessairement des formations scientifiques, qui sont seulement là pour répondre au téléphone ou pour faire l'administration. Puis il va leur poser des questions super techniques alors qu'ils ne sont pas nécessairement outillés pour leur répondre. Puis quand ils ne répondent pas, ben lui, il dit que c'est comme si l'association voulait cacher quelque chose, alors que c'est comme si vous appeliez votre dentiste pour lui poser des questions de plomberie. Mais c'est pas normal, qui ne sait pas en tout de quoi vous parlez, là. Après ça, il n'y a aucune entrevue qui a été réalisée avec des scientifiques qui ont un avis inverse au sien ou qui ne sont pas végétaliens à la base. Donc ça, c'est pas très logique non plus de pas avoir l'autre côté de la médaille qui est représenté pour pouvoir au moins avoir un débat qui fait du sens. Et finalement, à mon avis, c'est vraiment pas professionnel d'arriver à une entrevue sans avoir au préalable envoyé toutes les documentations nécessaires à la personne qui va être interviewée. Donc je sais pas pourquoi lui le fait, c'est peut-être plus pour le facteur ça va faire cool dans le documentaire, mais sinon, c'est juste pas logique. On fait comme si toutes les associations ou organismes ne savent pas du tout qu'il y a un risque à consommer de la viande transformée, alors que c'est vraiment pas le cas, là. Il y a des gens qui sont payés pour faire des revues de littérature là-bas, puis il y a des scientifiques en masse. Donc les gens le savent qu'il y a un risque à la viande transformée. C'est pas ça le problème. Le fait que c'est difficile de tout changer les plateformes en même temps selon une recherche. Donc souvent on essaie d'avoir un avis qui va être quand même global. On va faire la revue de littérature au large, le plus gros possible. Puis ensuite on va faire des nouvelles recommandations qui vont être influencées par les nouvelles études. Mais on peut pas faire des changements aux recommandations pour tout le monde avec un résultat d'une étude à chaque fois, sinon on passerait notre temps à faire des changements. Le but, c'est d'avoir une revue de la littérature la plus exhaustive possible avant de faire des changements qui vont avoir un impact sur la vie des gens. Il y a un autre bout qui me fait assez rire dans le documentaire et c'est la partie avec la Société américaine du cancer. Et là, on a le scientifique qui va finalement refuser l'interview avec Kip. Puis c'est drôle parce qu'il fait comme si il refuse, c'est parce qu'il y a quelque chose à cacher. Mais peut-être qu'il a refusé parce que tu l'as abordé avec vraiment trop de conviction, que c'était évident que c'était pas un débat qui était juste, là, que tu avais comme ton avis puis que tu allais juste présenter tes points pour toi, mais que tu n'allais pas être ouvert à lui voir son avis. Puis ça, je pense que c'est pas logique non plus, là. Quand on parle à des scientifiques, on essaie d'être assez ouvert dans la vie, là. On écoute aussi. Au final, c'est quand même logique de voir que les chercheurs aient le goût de refuser ce genre d'entrevue parce qu'on sait que leurs propos peuvent être pris hors contexte ou ils peuvent être déformés et ça, ils veulent vraiment pas que ça arrive. Et le dernier point faible que j'ai relevé aujourd'hui, c'est le bout où on utilise des images chocs. Donc, vous avez en tête les enfants qui mangent des cigarettes, là. Ben, je trouve ça pas mal inapproprié. En fait, c'est l'utilisation qui est vraiment inadéquate. Je pense que c'est pas du tout la même chose dans la vie, là. On mange pas des cigarettes. C'est juste pour nous dégoûter puis nous traumatiser, mais c'est vraiment pas utile au fondement ou en tout cas au déroulement de leur argument. Puis c'est ça, je trouve pas ça tellement utile. Ensuite, restez à l'affût sur ma chaîne parce que je vais mettre en ligne bientôt une vidéo dans laquelle je vais vous partager 5 trucs pour reconnaître la pseudoscience. Et ensuite, je vais aussi vous partager tranquillement pas vite 4 capsules de mythes que j'ai retrouvées dans le documentaire. Entre autres, est-ce qu'il y a une molécule qui nous rend accro, qui est contenue dans le fromage, donc en lien avec la morphine? Est-ce que le cholestérol dans les œufs, c'est si néfaste que ça? Est-ce que les viandes transformées auraient un effet cancérigène qui serait comparable à la cigarette? Et est-ce que le sucre entraîne le diabète?
Donc voilà pour ça. Et je voudrais conclure en vous disant que je trouve ça dommage parce que ce documentaire-là enlève un petit peu de crédibilité au mouvement végétalien, alors que les gens qui adoptent cette pratique-là ou cette diète-là ont souvent des super bonnes intentions, puis je trouve ça un peu dommage. Ensuite, pour moi, il n'y a pas de mode d'alimentation ou de style alimentaire qui est parfait pour tout le monde. On doit vraiment s'adapter en fonction de nos besoins à nous, donc ça, c'est super important. Et j'ai aussi trouvé ça vraiment désagréable. Je sais pas si vous êtes allé sur le site de What the Health pour voir par curiosité, mais vous allez voir que dans le haut, il y a une bannière et qu'il y a aussi un pop-up qui nous entraîne à acheter le meal plan de What the Health. Donc, ça m'a comme un petit peu dégoûté de voir ça, que dans le fond, ils utilisent leur plateforme pour faire de la vente de produits, alors que leur but, c'est peut-être de prôner une alimentation qui va être végétale juste pour aider les gens dans le fin fond d'eux-mêmes. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop qu'est-ce que je pense de ça. Donc, je vous suggère de commenter parce qu'il y a beaucoup de contenu à commenter. Il y a beaucoup de questions qui peuvent s'être posées. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser au fur et à mesure. Je vais vous répondre le plus possible. Je vais faire tout mon possible, je vous promets, là. C'est bien difficile pour moi, mais je vais quand même faire un gros effort. Et s'il y a des questions qui sont quand même vraiment super intéressantes, je vais les utiliser pour des capsules futures aussi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Il y a encore plein de contenu cool qui s'en vient, dont des trucs pour l'Halloween. Donc, je vais avoir une petite période là, de pause là, du végétalisme. Je vais passer sur des trucs d'Halloween, des trucs en lien avec la prise de poids. En tout cas, il y a plein d'affaires qui s'en viennent super cool. Donc, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi de mettre la petite cloche si vous voulez les notifications parce que je publie pas mes vidéos de façon très constante. Donc, prenez pas de chance, là. Mettez la petite cloche, puis vous n'allez pas manquer rien. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous passez une super belle fin de journée et à la prochaine. Bye bye!